France Inter. Notre journée spéciale consacrée au nouveau désordre mondial continue avec vous, Fabienne Synthèse, depuis Varsovie. Merci Kevin, et c'est sous la pluie que je vous accueille, pas une petite pluie je peux vous le dire. Bienvenue en Pologne, bienvenue ici à Varsovie où nous allons passer toute une heure ensemble, parce que dans ce bouleversement de l'ordre mondial auquel nous sommes confrontés depuis l'arrivée de Donald Trump dans le bureau ovale, c'est peut-être ici, en Pologne, de tous les pays d'Europe, que l'on prend le plus la mesure de ce basculement. Et vous allez comprendre tout de suite, un jour dans le monde, ce soir c'est définitivement un jour en Pologne. It's morning edition from NPR News. France Inter, le 18-20, le nouveau désordre mondial, une journée pour comprendre. Alors où sommes-nous pour commencer cette émission? Bonsoir Adrien Sarlat. Bonsoir. Vous êtes le correspondant de France Inter ici à Varsovie, Adrien, et c'est vous qui vouliez nous emmener ici. Expliquez-nous ce que c'est ce bâtiment jaune devant lequel nous sommes. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Eh bien, on est devant un centre de recrutement militaire, comme il y en a plein ici dans la capitale, mais aussi dans tout le pays. Et depuis 3 ans, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, eh bien, ils attirent de plus en plus de Polonais. Ils sont un petit peu le symbole de cette militarisation de la société polonaise à laquelle on assiste, puisque depuis mars 2022, donc quelques semaines seulement après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, eh bien, une nouvelle loi, la loi sur la défense de la patrie, a été promulguée ici en Pologne pour faciliter le recrutement militaire. Alors ça, c'était la première étape d'ailleurs, et il y a eu d'autres étapes. Faut nous expliquer rapidement, l'armée ici, elle peut se diviser en 3 en Pologne. C'est ça, grâce à cette loi, il y a 3 façons maintenant d'intégrer l'armée. Donc évidemment l'armée de corps, comme on la connaît en France avec des soldats de carrière. Il y a aussi le service militaire volontaire qu'on peut faire ici, puisque le service militaire obligatoire a été supprimé en 2008. Ouais. Exactement. Et puis il y a l'armée de défense territoriale. Ça, c'est un petit peu la nouveauté, l'exception polonaise. C'est une forme de service militaire qui permet à des civils qui ont suivi une formation intensive de 15 jours d'être appelés un week-end par mois pour servir, pour suivre des entraînements militaires en fait. Et c'est très attractif. Alors on va expliquer pourquoi c'est très attractif. Il y a une question d'argent aussi qui rentre en ligne de compte. Juste avant, Adrien, on le sait bien, la Pologne est déjà la championne d'Europe des dépenses militaires, presque 5% de son PIB. Pour l'instant, elle est en tête par rapport à nous tous. Et puis, elle a aussi pour ambition d'être la première armée. Le chiffre, c'est le Premier ministre Donald Tusk qui l'a donné avant-hier, c'était mardi. L'ambition, c'est former 100 000 réservistes par an. 100 000, c'est beaucoup. C'est beaucoup, surtout pour l'instant, on ne sait pas comment il va s'y prendre, on ne sait pas quelles seront les modalités de ce service militaire. Mais le Premier ministre a bien été clair en disant que ce ne sera pas seulement ouvert à des gens qui veulent apprendre à manier les armes, mais qu'il compte aussi mettre à profit toutes les compétences professionnelles d'à peu près tout le monde. Ça veut dire qu'il faut tous les métiers connexes, ça peut vouloir dire des médecins, des infirmiers, des techniciens. C'est ça, il a mis l'accent sur la nécessité d'avoir des experts de la défense civile aussi en cas d'attaque pour défendre le pays, pas seulement pour aller au front. Il a pris évidemment l'exemple de ce qui se passe en Ukraine où on a besoin de personnes qui savent conduire des drones, mais aussi, vous l'avez dit, des personnes qui savent sauver des vies. Et il y a aussi, vous l'avez évoqué Adrien, mais il faut le dire quand même dans l'équation, il y a ce que ça rapporte. Et oui, ça rapporte. Oui, parce qu'en augmentant la part du budget qui est allouée à la défense, eh bien forcément on permet de rendre ce corps de métier plus attractif, de faire de l'armée une possibilité de carrière en fait pour les Polonais. Aujourd'hui, un soldat de carrière va pouvoir toucher 6 000 zloty dès le premier mois de son engagement. 6 000 zloty, c'est à peu près 1 400 €. Quand on sait que le SMIC ici tourne autour de 850, évidemment c'est très conséquent. Et puis pour ces soldats de l'armée de défense territoriale qui viendront un week-end par mois, eh bien le week-end sera rémunéré 200 €, c'est donc un quart du SMIC quasiment. Alors avec nous qui a accepté de sortir du centre de recrutement pour nous parler et sous la pluie, on le remercie vraiment, le sous-lieutenant Adam Łobodowski. Une première question simple, est-ce que vous avez vu passer beaucoup de monde ici depuis 3 ans? Est-ce que vous dites que le succès a été immédiat? Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la volonté de s'engager a été très forte parmi les Polonais, surtout que la loi pour la défense de la patrie a permis de faciliter le recrutement et a fait connaître un grand succès à 2 façons d'entrer dans l'armée, notamment le service militaire volontaire et l'armée de défense territoriale qui permet aux gens d'intégrer l'armée et de servir seulement les week-ends, tout en conservant leur travail dans le civil le reste de la semaine. Grâce à ça, ça a permis d'augmenter le potentiel de défense de la Pologne et donc ils en sont très fiers. Le profil en général, est-ce que ce sont des gens qui sont plutôt jeunes? Est-ce qu'au contraire, il y a tous les âges qui viennent ici?
Jeżeli chodzi o profil kandydatów, którzy zgłaszają się do ochotniczych rodzajów służby wojskowej, mamy ogromny przestrzał. Od ludzi bardzo młodych, którzy dopiero co ukończyli 18 rok życia, nawet do osób, które są po 50 roku życia. En partant des jeunes étudiants aux personnes qui ont déjà un emploi, qui sont souvent des personnes d'ailleurs dans un emploi qualifié, mais qui veulent se former et qui veulent apprendre les techniques de base militaire. W tym samym czasie służyć w wojsku, zgłaszają się do nas i dzięki temu mamy okazję ich powoływać do on leur permet de nous rejoindre dans l'armée. służby wojskowej. Et est-ce qu'ils parlent du sens de leur engagement? Est-ce qu'ils viennent et ils vous disent voilà pourquoi je suis venu vous voir? Przede wszystkim kandydatom, którzy zgłaszają się do Wojskowego Centrum Rekrutacji, do Wojskowych Centrów Rekrutacji na całym kraju. La principale raison pour laquelle ils viennent chez nous, c'est pour apprendre, c'est pour se former et pour pouvoir être capable de réagir. Była powołana do czynnej służby wojskowej, przeszkoliła się z podstawowych umiejętności en cas de besoin et de besoin de protéger la nation, la patrie. Przygotowana na potencjalne zagrożenie, na reakcję. Merci beaucoup, merci au sous-lieutenant Łobdowski d'avoir accepté de nous parler quelques minutes. Adrien Sarlat, ce qu'il faut aussi dire, c'est que c'est l'histoire de la Pologne qui parle ici. Personne n'a la mémoire courte dans ce pays. Un pays qui a été effacé, qui a été découpé, qui a été envahi 3 fois. Et les Russes, aux yeux des Polonais, restent les ennemis. Oui, en fait, en Pologne, on sait ce que c'est que de devoir se battre pour la défense de son territoire, l'intégrité territoriale du pays. On a disparu 3 fois de la carte, vous l'avez dit ici, donc forcément l'impérialisme de ses voisins, on y est habitué et on sait à quel point c'est important de pouvoir se défendre contre les Russes. Une dernière chose, Adrien, est-ce qu'il y a ici le sentiment mais on vous l'avait dit, on vous avait dit que la situation était extrêmement fragile, on a prêché dans le vide pendant 3 ans et même avant d'ailleurs, probablement depuis la Géorgie et puis depuis 2014 aussi. Enfin, vous nous écoutez, est-ce qu'il y a ce sentiment-là? Est-ce qu'on nous renvoie ça à nous les Européens? Oui, en fait, moi, c'est ce que j'ai pu entendre depuis la séquence de la Maison-Blanche qui, avec tout ce qu'elle avait de choquant, a permis, selon les Polonais, de réveiller les Européens, de leur faire comprendre ce qu'eux essayaient de leur répéter depuis 3 ans en insistant sur cette importance de l'indépendance stratégique et militaire. D'ailleurs, c'est aussi ce qu'avait Donald Tusk comme objectif en prenant la tête du Conseil européen au début de l'année, avec ce slogan « Europe, sécurité ». Eh bien, il semblerait qu'enfin, l'Europe ait entendu les Polonais. Merci beaucoup Adrien Sarlat. On va la poursuivre cette conversation, rejoindre nos invités qui nous attendent à l'Institut français de Varsovie qui a la gentillesse de nous accueillir. France Inter, édition spéciale. Et nous y sommes, c'est ça la magie de la radio, avec nos invités à l'abri de la pluie. Vous avez remarqué qu'on n'a pas pris une petite averse. Laissez-moi vous présenter les 2 personnes qui vont nous accompagner pendant un petit moment jusqu'à 19h. Il y a Rosa Thun, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancienne députée européenne du groupe Renew. Il y a Antoni Wiśniewski-Michal, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes journaliste à l'agence de presse polonaise. Rosa Thun, d'abord un mot sur ce qu'on vient d'entendre. Est-ce que ça vous étonne? Est-ce que ça vous impressionne? Ou finalement rien ne vous étonne dans les scènes qu'on a décrites et notamment les volontaires polonais qui veulent servir ou en tout cas s'engager? Peut-être ça m'étonne un tout petit peu parce que bien sûr cette guerre elle est très près d'ici et comme nous avons entendu la Pologne était attaquée souvent, elle a même disparu pendant longtemps de la carte, politiquement elle n'existait pas. Donc bien sûr, on veut nous défendre ce pays, vivre dans la paix. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y a énormément de jeunes gens qui veulent aller se battre. On veut la paix et on veut tout faire de la façon diplomatique, aussi tenir les Russes loin de nos frontières en leur montrant que nous sommes forts. Mais l'espérance est qu'il n'y aura pas de guerre, qu'il ne faudra pas s'impliquer physiquement dans cette guerre, faire le service militaire, se battre sur notre territoire ou le territoire ukrainien. Et pour ça, il va falloir s'en donner les moyens. Je vous ai vu faire comme ça avec la tête Antoni Wiśniewski-Michal en écoutant Rosa Thun sur l'implication, vous qui êtes très jeune, qui avez connu 0 guerre sur le territoire européen, même pas probablement la guerre en Yougoslavie. Comment vous le voyez cet engagement-là? Peut-être que vous
avez des amis autour de vous qui ont fait cette démarche, non, ou pas? Oui, j'ai 23 ans, donc évidemment, je n'étais pas là au moment où il y avait la guerre en Yougoslavie. Mais oui, j'ai des amis qui ont décidé de rejoindre l'armée. Et aussi, j'ai des amis qui ont décidé de s'entraîner avec l'armée. Donc, ce que vous avez présenté dans le reportage, d'autres façons de s'engager. Je pense que on avait cette approche que la paix, on veut la paix, on veut toujours l'avoir. Mais dans les têtes de beaucoup de jeunes gens, s'ils pensent à leur futur, ils se disent « Ah merde, pardon. Pendant longtemps, je ne pourrai pas vivre sans avoir le mot la guerre dans tous les journaux, dans tous les médias. » Mais est-ce que ça parle d'un sentiment d'urgence, en fait? Parce que c'est un peu ça qu'on a perçu. Un sentiment d'urgence, mais peut-être un regain d'urgence même, qui daterait d'il y a 10 jours, de la fameuse scène dans le bureau ovale entre Trump et Zelensky, et quelque chose qui, y compris chez nous tous, et y compris chez les Polonais, dit « Oh, là, il s'est passé quelque chose de grave ». Je pense qu'on regarde tous les médias, moi comme journaliste, je dois le faire, c'est mon travail, mais tout le monde présent sur les réseaux sociaux et regarde ce qui se passe. Je pense qu'on a accueilli beaucoup d'Ukrainiens, ils vivent ici à Varsovie, ce sont souvent nos amis, et donc on a la rage qui monte. 900 000 Ukrainiens en Pologne, hein, c'est exactement. Beaucoup. Et donc il y a tout le monde qui connaît un Ukrainien. Il y a beaucoup de gens qui ont accueilli des Ukrainiens dans leur maison. Et donc parfois il y a la rage qui monte. Mais bien sûr on essaye de la contrôler parce qu'on sait que les États-Unis c'est notre partenaire. On fait partie de l'OTAN. Mais de l'autre côté beaucoup de gens se disent peut-être la guerre, ça va devenir la réalité et je dois me préparer. Les gens me disent qu'ils ont des rêves, qu'il y a la guerre, que ça se passe ici et on doit se défendre entre amis, entre la famille. Rosatoun Anthony dit les Américains sont nos alliés. Moi, je me demandais si c'était vos alliés et même vos amis parce qu'il y avait une relation très particulière entre les Américains et les Polonais jusque-là. Est-ce que c'est donc une rupture presque comme une rupture amoureuse? Vous en êtes où dans votre relation atlantiste alors? Ce serait trop rapide pour une rupture. Ouais. Bien sûr, il y a beaucoup qui sont très déçus par ce comportement du président américain, est extrêmement inquiet bien sûr, mais c'est toujours cette attitude on va coopérer. Les relations transatlantiques sont extrêmement importantes. On voit aussi la réaction en Amérique sur tout ce qui se passe et les personnes et les voix et les politiciens sont différents. Alors on espère beaucoup que quand même et déjà aujourd'hui on voit que le support pour l'Ukraine continue au contraire de l'impression qu'on avait après la réunion dans le salon ovale. Mais justement, est-ce que c'est peut-être ça? Est-ce que c'est ça aussi qui vous fait peur? Il y a 10 jours, il se passe ça dans le bureau ovale. Après, il se passe autre chose. Mais est-ce que des fois, est-ce que vous vous dites des fois, il y a une possibilité pour nous, les Polonais, que les Américains s'en aillent? À vrai dire, j'exclus. Vous avez 10 000 soldats. J'exclus cette possibilité qu'ils s'en aillent parce que ce serait trop dangereux pour eux-mêmes. Mais ce que ça a donné, regardons le côté positif, ce que ça a donné, c'est que l'Europe s'est consolidée. En ce moment, c'est Trump et Poutine qui consolident l'Europe. Je suis désolée de le dire, mais on dit souvent c'est Staline et Hitler qui ont créé l'Union européenne, mais en ce moment, c'est le président américain et le président russe qui la consolident. Peut-être Zelensky va la réformer, l'Union européenne. Mais en ce moment, on est en train, ou au moins moi et les gens autour de moi, on est plus orienté ou on se concentre plus sur cette consolidation de l'Union européenne. La réflexion, comment renforcer la sécurité européenne, la nôtre bien sûr polonaise, mais on est ensemble ici. En ce moment, on a l'impression qu'on est ensemble avec les autres pays européens et ce n'était pas tellement le sentiment il y a quelques semaines. On y reviendra au cours de cette discussion sur ce que nous sommes aujourd'hui. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'on s'étiole un peu? Est-ce qu'on est un puzzle? Ou est-ce qu'au contraire, on est en train de le reconstituer? Anthony Wisniewski-Michel, est-ce que vous avez, vous, ce même sentiment-là? Au fond, est-ce qu'il y a au moins une vertu dans ce qui a été déclenché par les Américains? On met sur la table des cartes et des choses qu'on n'aurait peut-être pas mis sur la table. Est-ce que vous allez jusqu'à dire ça ou pas? Je pense que oui, parce que d'une façon, la Pologne n'était pas vraiment dans le centre de la discussion pendant longtemps. Elle est devenue maintenant. De l'autre côté, je pense qu'en termes de dépendance, on est dépendant des Américains. Ils nous ont aidés dans les années 80 et tout le monde s'en rappelle.
donc notre rapport en termes de la Pologne. Et même après, je voudrais rappeler aux gens qui nous écoutent, il y a eu une période sous Trump 1 où il était question de créer un fort Trump en Pologne. On en était là quand même dans la relation entre vous et les Américains. C'est vrai, il y avait ce dialogue, et ce dialogue il est constant, il est là encore aujourd'hui. Mais je pense que aussi Berlin, Paris, même Londres, ce sont des pays, les capitales qui sont connectées à Washington, mais qui voulaient être indépendants et voulaient jouer leur carte. La Pologne, pendant longtemps, elle devait se développer et devait gagner aussi économiquement, gagner en termes militaires. Et faire ses preuves, c'est ça que vous dites. Et faire ses preuves, exactement. On est parti en Irak avec les US, en Afghanistan, et donc on a dû montrer. Et je pense que peut-être, on est arrivé au moment où on l'a montré qu'on peut jouer dans ce grand débat international. Et que les gens en Pologne le sentent. Finalement, je peux dire que je suis polonais, même moi je suis allé étudier aux Pays-Bas, et j'ai pu dire, oui, je suis polonais. Vous savez où est la Pologne ? Oui, on sait où est la Pologne. Et je pense qu'il y a beaucoup de Polonais, spécialement les jeunes, qui commencent à travailler et qui parlent avec leurs amis à l'Ouest. Ils sont vraiment contents qu'on est là, qu'on est vraiment dans le centre de l'Europe. Est-ce que le centre de gravité... Et qu'on avait raison. Alors, on avait raison dès le début. Vous avez devancé ma question, parce que j'allais à la fois revenir sur ce qu'on a entendu dans le reportage tout à l'heure. Maintenant, vous avez compris ce qu'on vous dit depuis longtemps, donc il vous faut du temps, les amis, mais bon, ça c'est à notre adresse, à nous. Est-ce que le centre de gravité de l'Europe, de toute façon, a bougé ? Diriez-vous même aujourd'hui, dans les circonstances qui sont celles d'aujourd'hui, que vous en êtes au fond le pivot ? Et quand j'entends parler, Anthony, je me souviens de cette période où on disait oui, les pays de l'Ouest et les pays de l'Est, alors que ça faisait belle lurette que le mur était tombé. Donc on a l'impression que cette arrogance-là est tombée. Est-ce que le centre de gravité a bougé, Rosa Thun ? Bon, la situation est très neuve, disons, dans ce sens, ce sens de centre de gravité. Mais on s'écoute différemment. J'ai l'impression qu'on s'écoute différemment. C'est-à-dire en Europe, nos pays, ou en Pologne, nos amis des pays de l'Europe de l'Ouest se sont rendus compte qu'on avait raison depuis longtemps. Maintenant, c'est sur la sécurité. Avant, c'était le débat sur l'énergie, le gaz acheté de la Russie. Ça, von der Leyen a avoué déjà il y a quelques années. Vous avez eu raison, c'est dommage qu'on ne vous a pas écouté. Aujourd'hui, la même chose avec la sécurité, qu'il faut créer une Europe forte, sécurité ici, la sécurité de la frontière orientale de l'Union européenne. Ça, ce sont les sujets qui soudain sont devenus très importants et notre voix est très entendue. C'est vrai aussi que nous avons un ministre des Affaires extérieures qui est très prononcé. Il est très vocal, c'est même lui qui se dispute avec Elon Musk sur Twitter quand il en a envie. Ouais. Donc on nous entend plus et on nous écoute aussi avec l'intérêt parce que les idées viennent d'ici maintenant. Une toute dernière chose avant de poursuivre cette discussion, mais d'aller aussi du côté de la frontière avec Isabelle Labeyrie. Ce matin, le président Duda, alors on sait qu'il y a de la politique et on y viendra d'ailleurs aussi en ce moment, il y a aussi de la surenchère, vous allez avoir une élection présidentielle dans peu de temps, mais le président demande aux Américains, il leur dit, vous savez quoi, votre protection atomique, il faut la ramener vers nous. Il faut la changer. Pour l'instant, elle est répartie dans les pays d'Europe de l'Ouest. Il faut l'amener vers nous. C'est dans notre pays qu'elle doit être. Qu'est-ce que vous dites de ça ? Est-ce que là-dessus, il peut y avoir même un point d'entente de tous les Polonais ou pas ? Moi, je dirais, le plus on peut montrer la puissance, l'unité européenne, bien armée, beaucoup de soldats, etc. La seule langue que Poutine comprend, c'est la force. C'est une bonne organisation. Il faut lui faire peur. Dans les temps où Reagan était président américain, je ne veux pas discuter sa politique en Amérique, mais pour nous, il a vraiment changé la situation ici dans les pays de l'Est en affaiblissant l'Union soviétique à l'époque, en montrant la puissance de l'Amérique, de l'armée, etc. Et nous devons faire la même chose, malheureusement, maintenant. Alors, en tout cas, ce pays, la Pologne, se prépare. On l'a entendu dans le centre de recrutement tout à l'heure. Plus encore parlant, évidemment, quand on s'approche de la frontière. Il faut rappeler que la Pologne partage une longue frontière avec la Biélorussie, qui est alliée de la Russie. Et puis, il y a cette enclave, Et aussi avec la Russie, nous avons une frontière. Et il y a cette enclave de Kaliningrad qui est au nord-est du pays. Bonsoir Isabelle Labeyrie. Bonsoir. Eh ben, c'est justement là que vous êtes allée. Vous en revenez. Il faut nous expliquer à quoi ça ressemble.
ensemble en fait la frontière, donc l'enclave, cette frontière avec la Russie. Alors d'abord c'est une ligne toute droite, vraiment toute droite sur 200 km, comme un trait qui serait tiré à la règle à travers les champs et les forêts. Vous avez bien sûr des caméras de surveillance, un grillage, des barbelés qui étaient déjà en place, mais avec la fortification qui a commencé il y a 4 mois, un peu comme la ligne Maginot, on peut faire le comparatif. Okay. Maintenant il y a des tranchées larges, profondes, pour ralentir la progression des chars, et des alignements de dents de dragon. Ce sont de gros plots de béton en forme de cône. Chacun d'eux pèse environ 3 tonnes. C'est la pièce maîtresse du dispositif, sans oublier un grand espace qui est destiné à recevoir un champ de mines. Donc c'est ce qu'on appelle le bouclier oriental. Il devrait être terminé à peu près en 2030. Et alors, si vous étiez venu là il y a 3 ans, donc avant le début de la guerre en Ukraine, Isabelle, est-ce que vous auriez vu exactement la même chose ou pas tout à fait? Alors déjà, il y avait 4 postes frontières ouverts. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 2. Et puis les Russes, ils pouvaient venir en Pologne sans visa et vice-versa. Aujourd'hui, évidemment, on ne les voit plus du tout pratiquer les sports de plaisance sur cette terre des 1000 lacs qu'est la région de Varmie-Mazurie. Les touristes européens, eux aussi, ont fini par bouder les lieux qui, en fait, se sont progressivement transformés en zones semi-militarisées où on croise surtout des casernes et des camions militaires. Allez, qu'est-ce qui se passe autour de cette enclave de Kaliningrad? On écoute votre reportage, Isabelle. Vous vous appelez comment? Tomasz Kutnik. Ça fait longtemps que vous habitez cette maison? Od urodzenia. Depuis ma naissance, il y a presque 50 ans. Prawie 50 lat. Comment on vit ici? No tak jak na wsi. Comme à la campagne. Asfaltu nie remontują, bo wiadomo, Ils rénovent pas la route, vu qu'on peut plus traverser depuis que le gouvernement polonais a fermé la frontière. C'est un problème. Rząd polski. Ale 4 lata do Federacji Rosyjskiej jeździłem po ropę. Pendant 4 ans, je suis allé acheter mon gasoil en Russie. Il était moins cher de 4 zloty par litre, 1 euro. J'avais pas à me plaindre, hein. Des gens très gentils, ils m'ont même aidé à réparer ma voiture. Nawet pomogli samochód naprawić. C'est quoi comme race? Limousin. Limousin. Limousin, c'est français. Ah, le veau là de 4 jours, il est joueur. En tout cas, vous n'avez pas du tout peur que des chars russes passent la frontière? Non. Pourquoi est-ce qu'ils viendraient ici? C'est trop pauvre. Cette zone frontalière, que ce soit ici ou côté ukrainien, biélorusse ou lituanien, on l'a toujours appelé le tiers-monde. 3 kilomètres plus loin, toujours le long de la frontière, 2 femmes, la tête couverte d'un fichu à fleurs de couleur vive. Elles coupent du bois pour l'hiver prochain. Et c'est Anka, 82 ans, qui s'arrête pour nous répondre, beaucoup moins sereine que son voisin. Tu sais, tout le monde a peur. Moi aussi j'ai peur, malgré mon âge avancé. S'ils doivent me tuer, je prie pour ne pas avoir le temps de souffrir. Anka n'a jamais oublié la domination soviétique après la Seconde Guerre mondiale. Alors dès qu'elle l'a pu, elle s'est empressée d'oublier le russe, elle boycotte les programmes télé en provenance de Moscou, et depuis 3 ans, la guerre en Ukraine la rend folle de rage. C'est ce qui m'exaspère le plus chez ce foutu Poutine. Comment peut-on torturer des enfants et des femmes innocents? Comment se fait-il qu'il n'y ait aucune punition pour lui? Osez dire que c'est l'Ukraine qui a attaqué la Russie. C'est pour ça qu'on ne peut pas leur faire confiance. Ce sont des malades mentaux. Et malgré la sécurisation de la frontière, Anka, comme son voisin Tomasz, se sent surtout livrée à elle-même dans ce coin reculé de la Pologne rurale. Tu ne vas pas rapporter à Poutine ce que je t'ai dit, hein? France Inter. Le nouveau désordre mondial. Une journée pour comprendre. Fabienne Synthèse. À l'Institut français de Varsovie qui nous accueille très gentiment pour cette émission spéciale. Et je salue Étienne de Poncin qui vient de s'installer. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ambassadeur de France ici en Pologne. Vous étiez en poste en Ukraine quand la guerre a commencé en février 2022. Vous avez vu le conflit démarrer, vous l'avez vu basculer. Et aujourd'hui, vous voyez monter la crainte de la Pologne peut-être. Vous allez nous le dire. Aujourd'hui, vous allez surtout nous dire, on parlait de cette relation très étroite avec les Américains dans ce pays, si les Américains sont toujours nos alliés ou s'ils sont surtout devenus illisibles, Étienne de Poncin.
Les deux, je dirais. Ils sont toujours nos alliés. Et bien sûr, je rappelle ce qu'a dit Madame Roujatoun, la relation transatlantique est fondamentale pour tout le monde, et particulièrement pour la France. Mais ils sont aussi malheureusement devenus illisibles avec des décisions par à-coup. De temps en temps, ils arrêtent l'aide, de temps en temps, ils la reprennent. Donc c'est très compliqué d'avoir un allié imprévisible. Et c'est pour ça que nous plaidons, nous Français, en tout cas, pour avoir une sécurité de plus avec une autonomie stratégique européenne. Quand on se demande si on a basculé dans un autre monde, pour vous, ambassadeur, je me demande si l'autre monde, c'est quand on n'a pas perdu les codes diplomatiques habituels. Et c'est important, ces codes-là, pour pouvoir s'entendre. Oui, c'est important. Par exemple, je pense que le président Zelensky, dans le bureau ovale, il aurait dû faire usage de son interprète, parce que ça met une distance diplomatique. D'abord, il aurait été dans sa propre langue, et ça, je pense que ça aurait facilité le dialogue. Et puis, il aurait repris la tradition diplomatique. Chacun parle sa langue. Je pense que ça aurait aidé. Étienne de Poncin, ce que nous dit la Pologne, ce qu'on a entendu là, ce qu'on a entendu aussi dans les reportages, c'est on vous avait dit tout ça, on vous l'a dit depuis la Géorgie en 2008, on vous l'a dit en 2014, on l'a redit en 2022. Il faut nous réveiller, et c'est vrai que l'Europe s'est réveillée ces derniers temps, Rosatoun nous l'a rappelé. C'est vrai qu'on a mis le temps aussi. Est-ce qu'on peut rendre ça aux Polonais? On a mis le temps. Oui, c'est vrai. Le président de la République l'a reconnu très formellement dans un discours à Bratislava l'année dernière. Oui, la Pologne a eu raison de nous alerter depuis des années sur la menace russe, et probablement on l'a pas pris assez au sérieux. Mais je dois dire que nous aussi, Français, nous avions raison en plaidant pendant des années pour une Europe de la défense, pour une autonomie stratégique, et pour que nous nous constituions, nous enfin, en Européens, en mesure de pouvoir faire face à toutes les menaces. Donc oui, la Pologne avait raison, mais la France aussi avait raison. Quand on est en poste en Pologne, comme vous l'êtes vous, et juste après l'Ukraine en plus, est-ce que c'est vraiment le genre de choses qu'on fait remonter est-ce que dans ces cas-là, vous dites, moi je sens monter l'inquiétude, je le sens, il se passe un truc dans ce pays. Est-ce que c'est ça qu'on fait remonter? Bien sûr, parce qu'on est là présent, et quand on n'est pas loin de l'Ukraine, on ressent bien plus la menace que quand on est à Paris. C'est pour ça que je salue le fait que vous veniez ici sur place, parce que c'est sur place qu'on sent le danger et la menace, comme l'ont très bien montré vos reportages. Emmanuel Macron, que vous citiez tout à l'heure, a dit au sujet de la défense européenne, il est minuit moins le quart. Est-ce qu'on a fait reculer la pendule depuis ou pas? Est-ce qu'il est 11h30? En tout cas, on a bloqué la pendule. Moins 20. Et on travaille très dur. Vous avez vu qu'il y a un nombre incroyable de réunions à tous les niveaux pour mettre maintenant en musique cette Europe de la défense. Il y a des consultations tous les jours. Ici, j'accueille des délégations tous les jours, très, très, très franchement. Et dans les deux sens, les chefs d'état-major étaient réunis à Paris hier. Donc oui, il faut travailler, il faut retrousser ses manches. Est-ce que vous dites, comme Rosatoun, qu'au fond, il y a une vertu dans ce qui se passe en ce moment? Trump et Poutine ont permis à l'Europe de se rassembler. Est-ce que vous allez jusque-là? Malheureusement, on constate qu'à chaque fois qu'il y a une crise, la réponse est européenne. On a vu avec le Covid, et on a réussi à se remettre en ordre de marche, et on le voit aussi avec la sécurité et la défense. Malheureusement, l'Europe progresse face à la menace, c'est comme ça, on peut le regretter, mais en tout cas elle progresse. Mais la réponse est européenne, encore faut-il qu'on ait une place dans ces négociations, et nous, l'Europe, peut-être aussi nous la France, est-ce qu'on est vraiment sûr de ça au moment où on se parle? Là pour l'instant le dialogue il se fait entre Donald Trump et Vladimir Poutine, qui a d'ailleurs répondu cet après-midi en se disant favorable à une trêve avec des nuances, ce qui veut à la fois tout dire et rien dire. Donc pour l'instant il fait du Poutine, mais elle est où notre place, nous, dans ce carré-là? Notre place en tant qu'Européens, elle est là à travers notre aide que nous apportons à l'Ukraine, à travers la coopération par exemple franco-polonaise, où nous formons ensemble des unités ukrainiennes quelque part en Pologne. Elle est là aussi par notre aide financière, et puis elle est là aussi par nos sanctions économiques vis-à-vis de la Russie, parce que les Américains, ils ne lèveront pas les sanctions européennes sans l'accord de l'Europe. Donc nous sommes là, il suffit simplement de manifester notre présence et surtout d'appuyer l'Ukraine. Le grand risque vis-à-vis des États-Unis, vous parliez du comportement erratique tout à l'heure, est-ce que ça pourrait être par exemple, ce serait une vraie balle tirée dans le pied, de lever les sanctions de la part des Américains par exemple, en signe de bonne volonté pour les Russes? Est-ce que ça fait partie des choses que vous mettez dans dans vos colonnes, si j'ose dire, pour pouvoir discuter après? Je sais pas, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que il y a deux choses, se retirer d'Europe ou retirer les sanctions. Est-ce que ça fait partie des choses que vous envisagez désormais, des scénarios que vous envisagez?
Mais la réalité économique est quand même que les relations commerciales entre la Russie et l'Europe étaient plus importantes qu'entre les relations économiques entre les États-Unis et la Russie. Donc l'Europe a la clé, c'est sur son continent, la Russie est en Europe, et donc c'est entre Européens qu'il faut parler de ces questions-là. Et c'est ce que nous faisons. Et encore une fois, nous, Étienne de Poncin, nous, la France, je ne vais pas vous refaire le coup de l'Europe qui a le numéro de téléphone, mais je me demandais si le numéro de téléphone de l'Europe, est-ce que c'est celui d'Emmanuel Macron ou pas? C'est pas à moi de répondre, mais ce que je constate et ce que nous disent aussi nos amis polonais, c'est qu'ils saluent le leadership du président de la République. Dans ce système européen, il faut qu'il y en ait un qui prenne l'initiative de réunir et de poser les problèmes. Et il se trouve que c'est le président de la République qui l'a fait déjà il y a plus d'un an, il y a plus d'un an, il a lancé une réunion à l'Élysée, à laquelle participait d'ailleurs le Premier ministre Tusk, et pour justement commencer à réfléchir à ce qu'on ferait le jour où et s'il y avait un cessez-le-feu. Donc nous avons toujours été en initiative sur ces questions-là. Et voilà. Dans une Europe regroupée, disait Rosa Thun tout à l'heure, un peu puzzle quand même, non, Étienne de Poncin, si on la regarde avec un peu de hauteur, les Hongrois, les Slovaques d'un côté, on sait qu'ils sont plutôt favorables à la Russie, l'Italie qui a une relation privilégiée, peut-être avec Trump, le couple franco-allemand qui est pas reformé non plus. On est un peu dans ce puzzle en ce moment. Est-ce que, au fond, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est le crash test de l'Europe telle qu'elle doit fonctionner? Non, je crois pas. Au contraire, on voit que l'Europe se met en place. Vous savez, l'Europe, c'est un peu comme les étoiles, ça tourne. Il y a des configurations différentes. Et aujourd'hui, la configuration fait, pour diverses raisons, à commencer par le soutien qu'a apporté la Pologne à l'Ukraine, que c'est le moment polonais aujourd'hui en Europe. La Pologne a la présidence de l'Union européenne. La Pologne a un premier ministre, Tusk, qui est respecté, qui connaît bien ces sujets. La Pologne a pris des responsabilités particulières vis-à-vis de l'Ukraine. Donc voilà, sa voix compte plus que d'autres aujourd'hui, pour tout un tas de raisons. Et nous, en tant que Français, nous avons ce dialogue très étroit avec la Pologne au niveau de nos dirigeants, et nous souhaitons d'ailleurs traduire cela dans les faits avec un traité qui devrait être signé à Nancy et qui marquera, dans les prochains mois, et qui marquera cette nouvelle étape de la relation franco-polonaise. Parce que la bonne chose des derniers événements, c'est que nous avons renforcé cette coopération franco-polonaise. Est-ce que ça veut dire que il y avait autrefois, enfin depuis 1991, ce qu'on appelle le triangle de Weimar, c'est-à-dire la Pologne, l'Allemagne, la France, est-ce qu'on se dit qu'il faut repenser ces alliances-là, en fait, parce que on le disait, le centre de gravité de toute façon européen a changé, cela n'a plus vraiment de sens, donc on repense. Donc là, vous faites un mini Weimar, il pourrait y avoir un Weimar plus en faisant rentrer d'autres pays. Est-ce qu'on se dit désormais que le découpage européen, c'est les pays frontaliers, donc la Pologne, les pays baltes, la Finlande, et puis les autres? Est-ce qu'il faut penser à ce redécoupage ou pas? En permanence, les rapports de puissance évoluent. Il y a un partenaire qui est aussi très important, que vous n'avez pas évoqué, c'est la Grande-Bretagne. Elle n'est plus dans l'Union européenne, mais on voit bien que dès qu'il y a une réunion sur la sécurité du continent, elle en fait partie. Pourquoi? Parce que c'est la géographie qui compte. La Grande-Bretagne, malgré les liens très étroits avec les États-Unis, elle est en Europe. Donc la Pologne a une place particulière parce qu'elle est en première ligne. Donc tout ça fait que les choses se mettent en place un peu naturellement. La menace, elle est sur le continent européen. Les Européens la prennent en compte selon des formats différents. Est-ce qu'il faut prendre en compte, puisque c'est l'actualité de ce soir, les réponses que fait Vladimir Poutine, donc favorable à la trêve avec des nuances, dit-il, on n'en sait pas beaucoup plus, et puis il y a une réponse de Trump derrière. On sait qu'il fait cette conférence de presse chez Loukachenko, donc son allié biélorusse. Est-ce qu'il faut tenir compte de ça? Est-ce qu'il faut le suivre à la culotte, pardon de le dire comme ça, ou est-ce que là on est dans un moment où peut-être que c'est notre rôle, redescendre et voir réellement ce qui va se passer derrière? Je crois que ce qu'a dit le président de la République, c'est que la balle était dans le camp russe. Ça a été redit par beaucoup de responsables européens. Donc il faut voir quelle est la réponse russe de façon précise. Et en attendant, notre responsabilité, elle est encore une fois d'appuyer l'Ukraine. C'est quand même l'Ukraine qui a été agressée par la Russie, donc il faut l'appuyer. Nous le faisons en franco-polonais et nous continuerons à le faire en européen, parce qu'il faut placer l'Ukraine dans la meilleure position possible pour entrer dans ces négociations. En tout cas, j'ai entendu, j'imagine qu'on en reparlera, cet accord que vous signerez bientôt avec la Pologne, accord à deux, qui se signera à Nancy. Étienne de Poncin, merci beaucoup. Vous pouvez rester évidemment avec nous. Zarejestruj się na www.zostańżołnierzem.pl i zarabiaj od 6 000 złotych miesięcznie. Zgłoś się do WCR w Brzegu 261 637 070. France Inter, édition spéciale.
qui continue ici à l'Institut français de Varsovie. Étienne de Poncin, l'ambassadeur de France en Pologne, est avec nous. Anthony Wisniewski-Michal, qui est journaliste à l'agence de presse polonaise également, et Rosa Thun, ancienne députée européenne. Vous apparteniez à l'époque au groupe Renew. Je voudrais, Rosa Thun, que vous réagissiez à ce que disait Étienne de Poncin sur les nouvelles formations, les nouveaux groupes, les nouveaux redéploiements. Est-ce que l'occasion n'est pas aussi de repenser un mode de fonctionnement en Europe? Je pense par exemple au mode de fonctionnement de l'unanimité plutôt que la majorité. Je pense à l'idée de se dire il faut créer des mini-coalitions à l'intérieur de l'Europe pour avancer. Est-ce que c'est le moment de jouer à ça? Bien sûr que c'est le moment. On est un peu en retard, mais bien sûr que c'est le moment de penser comment nous réorganiser. Justement, cette unanimité, c'est une catastrophe totale. Et c'est très difficile de s'en débarrasser parce qu'on peut se débarrasser de l'unanimité seulement par unanimité. Mais peut-être il faut créer d'autres alliances, the coalitions of the willing. Donc la coalition des volontaires, de ceux qui veulent, de ceux qui ont envie. Et ça commence déjà maintenant. Mais ce qui me semble extrêmement important, il ne faut pas oublier, monsieur l'ambassadeur, bien sûr les alliances entre nos deux pays, c'est extrêmement important et je suis heureuse que ça fonctionne tellement bien maintenant et que le président Macron a pris cette initiative, mais il faut renforcer les institutions communautaires, la Commission, le Parlement européen, que les décisions soient prises ensemble, vraiment pas entre les alliances, même des meilleures, entre les pays européens, mais tous ensemble, plus ceux qui sont autour de nous, Norvège, Grande-Bretagne, Islande, comment on dit? Islande, absolument. Voilà. Quand je posais la question tout à l'heure de savoir si le moment était celui du crash test européen, c'est-à-dire qu'on n'a jamais peut-être été testé de cette ampleur-là, finalement, plus probablement que pendant le Covid. Vous, votre réponse, c'est quoi? Est-ce que ça passe ou ça casse aujourd'hui? Ou alors, effectivement, je parlais de puzzle tout à l'heure, on éclate façon puzzle. Non, moi je crois qu'on se renforce en ce moment. En ce moment, et on est en train de constituer pas seulement justement les alliances entre 2, 3, 4 pays, mais on pense à l'Europe en ce moment et on se rend compte que si on veut vraiment être puissant et avoir le voix, vous avez demandé, il y a les négociations sont entre la Russie et l'Amérique. Nous voulons bien sûr avoir la voix décisive et ça on peut seulement comme Europe et pas 1 ou 2 ou 3 pays. C'est ce que j'allais dire. Qui s'assoit c'est qui l'Europe? Qui s'assoit à la table de ces négociations? C'est les institutions. Il faut penser plus aux institutions communautaires. C'est nous dans ces institutions. Et il faut leur donner la voix. Pas seulement les tirer ou arracher les uns des autres, mais nous avons déjà créé les institutions qui doivent être notre voix. Et j'espère que dans cette situation maintenant, on va... si on veut avoir une communauté forte, il faut avoir une voix forte et cette voix, ça peut seulement être l'institution. Et il faut mettre les meilleures personnes dans les institutions, bien sûr. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, Anthony Wisniewski-Michal, c'est, on parle de fragilité européenne ou pas, il y a aussi quand même une fragilité polonaise. Vous avez des élections présidentielles qui auront lieu le 18 mai prochain. Est-ce que dans le débat actuel de la Pologne, vis-à-vis de l'Ukraine, vis-à-vis de son rôle et vis-à-vis de sa place, il y a aussi une part qui est due à ces élections-là? Est-ce qu'il y a une sorte est-ce qu'elles interfèrent à l'intérieur de cette discussion, ces élections ou pas? Oui, bien sûr, d'un côté, je pense que en général, on bien dit sûr, parfois, dit Rosa Thun à côté de vous. on dit parfois que les affaires extérieures, les affaires étrangères ne se réalisent pas avec les élections internes, les élections présidentielles. Je pense que beaucoup de journalistes, des experts ont pensé que ça va pas, que ici ça va changer. Et on le voit quand même que les présidents, les candidats doivent parler de la politique étrangère, doivent parler de l'Europe, mais ils doivent parler aussi de l'Ukraine et comment coopérer, parce qu'on ne doit pas oublier que l'Ukraine aussi veut accéder à l'Europe et on doit aussi porter cette voix. Nous Polonais, on la porte, j'espère qu'on va la porter encore plus à des Ukrainiens qui veulent rentrer, qui veulent rejoindre l'Europe. Bien sûr, ils doivent passer par un certain processus que les Polonais ont aussi passé par ce processus. Donc on sait où ils étaient, les Ukrainiens.
On sait où ils sont les Ukrainiens. Et vous savez d'où ils partent. Vous comprenez d'où ils partent et aussi le chemin qui reste à parcourir. Ils sont dans une situation bien plus difficile que la Pologne a été en termes ils sont dans la guerre depuis 2014, ce qu'on doit souligner. Mais je pense que la Pologne a un rôle et c'est les politiciens, les hommes politiques et les femmes politiques polonaises le disent que on veut aider l'Ukraine à joindre ses institutions et à rejoindre être plus près de l'Europe parce que tous les Européens auront un intérêt dans ça. On peut parler aussi du pragmatisme, de l'économie. L'Ukraine, reconstruire l'Ukraine. L'Ukraine est un pays tellement riche dans les minéraux qu'on parle maintenant beaucoup. On doit l'aider, mais aussi l'aider à rejoindre des institutions pour pouvoir coopérer et pouvoir parler d'une unité européenne où l'Ukraine fait partie de l'Europe, où avant 2014 ou avant 2022, on l'oubliait parfois, on parlait de l'Europe de l'Est et pas de la Pologne, de l'Ukraine, de la Lituanie, de la Lettonie. Je voudrais revenir quand même sur ces élections qui arrivent le 18, parce qu'il faut expliquer aux gens qui nous écoutent que pour l'instant, Donald Tusk, Premier ministre, le président Bouba est du PiS, donc de l'opposition. Et il faut aussi qu'on sache par ailleurs que le rôle du président est moins important qu'il peut l'être chez nous, ici en Pologne, mais quand même, il a un droit de veto. L'armée, ça le regarde au premier chef. Donc quand même, le choix qui sera fait, est-ce qu'on va dans le sens Donald Tusk ou est-ce qu'on revient dans le sens du PiS, va quand même être fondamental. Je vous vois dire oui avec la tête, Étienne de Poncin, mais évidemment qu'on regarde nous ça en France avec beaucoup d'intérêt. Absolument, on regarde ça avec beaucoup d'intérêt et voilà, il y a un candidat... le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, qui est parfaitement francophone par ailleurs. Absolument. Qu'on avait invité, on nous dit qu'il est très occupé ce monsieur. Dans le camp de Donald... très occupé parce qu'il fait sa campagne. Dans le camp de Donald Tusk, effectivement. Mais il y a aussi des forces contraires qui sont encore présentes ici en Pologne et qui le sont vraiment. Enfin, je veux dire, le PiS n'a pas disparu en quittant le pouvoir. Rosa Thun, vous confirmez ce que je dis? Oui, bien sûr, le PiS, il y a aussi un nouveau parti horriblement anti-européen. Qui est 2 points derrière seulement, donc qui est là, qui est pas très loin. Oui, ils sont assez forts. Bon, je ne peux pas m'imaginer surtout dans cette situation dans laquelle nous nous trouvons, qu'ils puissent gagner les élections. Je suis plutôt optimiste, franchement. Et en plus, je crois que dans cette situation difficile dans laquelle nous sommes, les gens commencent à penser plus politiquement. Qu'ils commencent à penser franchement d'une façon plus responsable, en voyant plus les chances et les dangers, les défis que nous avons pour l'avenir. Est-ce que c'est avec la crainte aussi, puisque ces élections arrivent, que les Russes n'y mettent plus ou moins leur nez par l'intermédiaire des réseaux sociaux, etc., sur un modèle roumain, ou pas du tout? Ou ça c'est oui, je vous vois faire oui tous les trois avec la tête en fait. Donc oui, cette crainte elle existe. Oui, sur ce sujet, nous coopérons d'ailleurs avec les Polonais pour lutter contre la désinformation. Et pardon, vous aurez le mot de la fin, Anthony Wisniewski. Allez-y. Merci beaucoup. Oui, je pense que c'est le rôle aussi de nos médias de travailler ensemble et de voir où il y a les fake news, où il n'y en a pas. L'agence presse polonaise, elle a été aussi, il y avait un incident où le gouvernement a dit que ça pouvait être les Russes, où il y avait une information qui était fausse, qui a été mise par nos systèmes, où il y avait une réaction de l'État qui a dit on va renforcer nos systèmes, et nos ministres le disent, qu'on doit surveiller la sphère d'information, parce que c'est là-bas où se joue le rôle, et c'est le rôle de journaliste de fact-checker les informations. Et oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On a compris, en tout cas, grâce à vous et grâce à cette émission, combien la Pologne était l'un des grands centres de gravité européens aujourd'hui, et que la France l'a compris aussi, puisqu'on va signer un accord. Je voudrais vous remercier chaleureusement tous les trois vraiment de votre participation. Merci pour cette heure en Pologne passée ensemble. Merci à l'Institut français de nous avoir accueillis avec autant de gentillesse. Merci à Adrien Sarlat pour sa grande connaissance de la Pologne et aussi son carnet d'adresses qu'il a ouvert pour nous. Isabelle Labéry pour le reportage. Merci à vous. C'est Thomas Langlin qui s'est occupé de la réalisation de cette émission ce soir. Ceux qui nous ont monté un beau studio s'appellent Jérémy Tuile et Gilles Gallinaro. À Paris, il y a Philippe Duclos, il y a Fabrice Desmas, le rédacteur en chef s'appelle Philippe Lefébure. La programmation est signée Amaury Baucher et le chargé de production